Bienvenue au duel de ce dimanche. La 8e législature a légiféré cette semaine sur la pratique de l'avortement en République du Bénin. Ceci à travers le vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 portant santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Une loi qui dispose en son article 17-1, je cite, « À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. » Fin de citation. Une disposition qui suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion et notamment d'indignation dans l'Église catholique et bien d'autres confessions religieuses. L'Église qui, d'ailleurs vous le savez, a institué une journée de prière et de jeûne pour célébrer la vie. Alors pourquoi tous ces remous autour de cette loi? On fait le débat ce dimanche avec un plateau, deux acteurs. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes acteur politique, vous êtes opposé à la gouvernance actuelle. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, Isaac Adjahi, bonjour. Bonjour Gilles Chris. Vous êtes vous aussi acteur politique du camp présidentiel. Merci de votre disponibilité aussi. Merci beaucoup. Alors, chers invités, juste après le vote de cette loi que je viens de citer, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Houbedi, a déclaré que, je cite, « Ce qui est fait là, c'est pour assurer davantage la protection de la femme béninoise et de la jeune fille béninoise. » Fin de citation. Et le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, a ajouté que, je cite encore, « Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre en jeu leur vie par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. » Fin de citation. Habib Arandessi, êtes-vous de ces différents avis? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans un pays laïque et toutes nos sensibilités interdites, sinon toutes nos sensibilités sont contre l'avortement. L'avortement, c'est un crime. Et pour ce qui concerne les avortements médicalement conseillés, c'est déjà légalisé. On n'a plus besoin d'une loi. Quand une grossesse se trouve en situation délicate, extra-utérin comme nous connaissons, ou bien la mère a une tension forte ou élevée comme on le dit et qui ne peut pas porter une grossesse, on conseille médicalement d'avorter. Donc tout ce qui est grossesse critique, il y a déjà un dispositif qui permet à la femme de se faire avorter. Ce qu'on est en train de légiférer aujourd'hui, c'est de donner le pouvoir à une femme de se faire avorter si par exemple enceinte, elle et son mari ont de problèmes. Mais c'est un crime parce que l'enfant qui vient n'a pas demandé à naître. L'enfant qui vient n'a commis aucun crime. Pourquoi en réalité voter une loi pour légiférer l'avortement? C'est comme si nos députés n'ont plus rien à faire et que c'est ça. Et ils l'ont fait dans une certaine précipitation. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a un bâton derrière eux pour leur dire il faut voter forcément. Et vous devez remarquer également que même ceux qui étaient contre, parce qu'il y avait des députés qui étaient contre, qui se sont exprimés, n'ont pas eu le courage d'aller voter contre. Certains ont vidé les lieux avant le vôtre, d'autres ne se sont pas présentés. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une Assemblée nationale autonome qui prend des décisions de leur gré. Nous n'avons plus des députés qui ont de volonté, malgré qu'ils sont contre, ils sont obligés de céder. C'est malheureux pour notre pays. Alors, on va revenir un peu plus tard sur peut-être la nature de l'Assemblée nationale, puisque vous avez parlé de cela dans la deuxième partie de votre intervention. Habib Isaac Adjahi, est-ce que de votre position, vous comprenez ces différentes positions des autorités béninoises? Bien sûr. On ne peut pas tous les jours perdre des concitoyens dans la clandestinité et rester insensible à cela quand on est un gouvernement responsable. Quand on aspire à diriger ce pays en tant qu'acteur, il faut pouvoir accompagner les bonnes initiatives. Vous êtes d'accord avec moi que, d'après les statistiques, il y a environ 200 femmes qui perdent au moins par an leur vie dans la clandestinité en avortant.
d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait une loi aujourd'hui pour encadrer la chose. Et c'est pour ça que j'accuse le terme que vous avez là, parce que vous parlez de légalisation de l'avortement. Législation sur l'avortement. Pardon. Ok, législation sur l'avortement. Je lisais légalisation. Non. Législation sur l'avortement. Oui, le législateur a légiféré pour encadrer l'avortement au Bénin aujourd'hui, afin que si cela devrait se faire, tel que ça se faisait à partir de la loi 2003, l'avortement a été encadré suivant des critères donnés. Oui. On peut voter au Bénin avec l'autorisation de pouvoir le faire si c'est une grossesse incestueuse, si c'est une grossesse issue d'un viol, si c'est une grossesse qui menace la vie de la porteuse, ou si il y a malformation sur le fœtus. C'est cette loi qui existait depuis 2003, puisque aujourd'hui, le législateur n'a pas inventé. C'est cette même loi qui existait depuis 2003 que le législateur aujourd'hui a réactualisé et mieux encadré. Mieux encadré dans le sens où il y a environ 2 dispositions qui ont été ajoutées à cette loi, pour la loi qui a été votée il y a quelques jours, en 2021, là. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille de moins de 13 ans porte une grossesse, cela est valable pour les décisions précédentes que je viens de préciter, parce qu'on n'avorte pas une grossesse sans que la personne ne demande, même dans le cas de viol, d'une relation incestueuse, etc., et tout le reste. Mais aujourd'hui, ce qui se rajoute, c'est dans le cadre où la jeune fille de moins de 13 ans tombe enceinte et qu'elle souhaite être avortée. Aujourd'hui, l'avortement ne se pratiquera pas comme si je suis enceinte, j'ai envie de me débarrasser, je vais chez le médecin et qu'il me débarrasse de cela. Je pense qu'avec les décrets d'application, il y aura un recours, certainement vers un juge ou vers un conseil juridique, le juge a la possibilité de consulter plusieurs experts pour l'orienter, étayer les preuves qu'on met à sa disposition avant de sanctionner par une décision de justice. Je pense, j'espère bien, on imagine plein de choses. Mais je peux vous garantir que jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui en République du Bénin, l'avortement est et reste un crime. Parce que, suivant le code de l'enfant, suivant la loi de 2005, et qui a été synchronisé avec la loi de 2003, qui permet aujourd'hui, la loi de 2003 que vous avez citée tout à l'heure, 04, et l'avortement reste et continue d'être un crime en République du Bénin quand ça sort du cadre réglementaire et prévu par la loi de 2003, aujourd'hui réactualisée. Donc toute personne qui se hasarde sans se référer à ce cadre juridique qui existe aujourd'hui et pratique un avortement, qu'il soit le praticien, même la porteuse et tout complice autour, serait en train de poser un acte pénal aujourd'hui. Parce que la loi prévoit des amendes, des emprisonnements et voire même la radiation du praticien du corps médical. Donc je continue de dire, l'avortement au Bénin est légiféré, d'accord, mais ce n'est pas à la merci de tout le monde. C'est dans un cadre aujourd'hui donné et qui puisse permettre aux uns aux autres de pouvoir de se recourir en cas de nécessité, d'extrême besoin pour pouvoir le faire. Encore que le faire, ce n'est pas sa décision de pouvoir le faire. Il faut forcément un conseil ou un juge pour pouvoir en décider. D'accord. Maintenant, l'innovation qui fait, il en a parlé, vous avez fait cas tout à l'heure, de l'article 17.11 de la loi. Aujourd'hui, je veux parler de l'article 17.1, pardon. Voilà, tiret 1. Cette disposition de la loi, écoutez, je vais donner un exemple, parce que nous sommes là pour clarifier les téléspectateurs. Ce débat est technique, ce n'est pas un débat politique. Je suis en couple. Nous avons quelle culture aujourd'hui pour comprendre qu'à partir d'il y a même les fiançailles, il faut se connaître sur le plan clinique. Est-ce que nous sommes compatibles? Combien le font? Et qu'on se retrouve après le mariage dans un foyer où que la femme tombe enceinte du coup, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai tellement à foison ici. Et le médecin remarque au terme des analyses et des informations sur les couples qu'ils sont tous deux, par exemple, à partir de l'électrophorèse AS. La science a évolué aujourd'hui et permet, quelques semaines après la grossesse, de détecter l'électrophorèse de l'enfant. L'enfant aurait pu être tout sauf SS
cette grossesse va évoluer. Mais dans le cas d'espèce, vous savez ce que ça fait en tant que poids moral. L'article 17-1. Mais quand on parle de contraintes, quand on parle de contraintes, de détresse, de stress oui, et de situations compliquées, tout le reste que vous pouvez lier autour, qui puisse obliger la femme à solliciter, à avorter, vous voulez que la femme, au nom de quoi, accepte tout en étant consciente qu'elle accoucherait d'un enfant malade. Or, on peut provoquer l'avortement. Déjà, à 12 semaines, je ne sais pas si c'est déjà un enfant, mais on continue de dire de l'œuf, la vie commence à l'œuf, mais ce n'est pas encore un fœtus. On peut faire un effort de situer les responsabilités. Certes, c'est un autre débat, mais il vaut mieux de plusieurs mots choisir le moindre. D'accord. Habib Aghandessi, est-ce que vous arrivez à comprendre cette position? Non, mais c'est dommage ce que vous expliquez, monsieur Habib. Nous sommes des homos, mais c'est dommage ce que vous expliquez. Et j'ai remarqué que vous cherchez des arguments pour expliquer ce crime commis à l'Assemblée nationale, mais vous n'y arrivez justement pas. Parce que vous êtes conscient. Il y a des expressions qui ont été utilisées dans la loi qui sont très, très ambiguës. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'expliquer. Parce que quand on parle de détresse morale... Vous parlez que quelle Non, écoutez. Quand on parle de détresse morale, la dame, ma femme et moi, nous avons une dispute après une grossesse. D'abord, je tiens à souligner que 12 semaines, même 2 jours après, lorsque la grossesse est détectée, ça devient une vie qui évolue dans le ventre ou bien dans l'utérus d'une femme. Donc, ce n'est pas parce que ça a 4 jours ou bien 5 jours que ce n'est pas encore une vie. C'est une vie. Et vous imaginez que cette vie est détectée et qu'on enlève. On enlève un certain Habib. Je ne serai pas sur ce plateau en train de discuter avec vous. Donc, je ne serai pas cet outil de l'État aujourd'hui qui apporte quelque chose à la République. Il en est de même pour tous ces députés. Pour revenir à la question, vous savez, quand je me dispute avec ma femme, et qu'elle se sent dans une certaine situation inconfortable. C'est-à-dire qu'elle estime que, bon, après cette dispute, mon mari est violent, mon mari est si, donc je ne peux pas garder sa grossesse. Elle sollicite un médecin. Parce que quand on parle de détresse morale, c'est la femme qui juge qu'elle est en détresse morale. Ce n'est pas vous qui jugez. Les cas de maladie, tout ça là, c'est déjà cadré par la loi. La loi a initié quelque chose de nouveau qui en réalité, qui va nous créer de problèmes. La femme, désormais, est la seule qui peut décider d'enlever une grossesse ou pas. On ne va même pas demander l'avis du mari. Si, par exemple, après une grossesse d'un mois, par exemple, ma femme et moi, on se sépare, elle peut décider d'aller avorter mon enfant. Vous pensez qu'on peut évoluer dans une société comme ça? Moi, je pensais que, opposants, vous l'avez dit tout à l'heure, que cette question n'est pas politique. Je pensais qu'au moins une fois, opposants et mouvanciers allaient en réalité se mettre d'accord sur ce principe basique de la vie qui stipule que l'avortement est un crime puni partout, pas toutes les sensibilités religieuses, culturelles que nous connaissons. Je pense que c'est comme si on n'a rien à faire. Et regardez, il y a quelque chose de très sensible qu'il faut voir. Regardez la précipitation dans laquelle la loi est votée. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Il y a quelque chose qui est derrière ça. Et nous devons, si on était dans certains pays où le peuple ne se retrouvait pas dans une certaine désinvolture, le lendemain, en même temps, vous allez voir des gens qui vont se lever pour dire jamais ça ne peut pas se passer. Comme je vous l'ai dit, on va revenir un peu sur peut-être la démarche, mais déjà sur le fond, Habib Aghandessi a mis l'accent sur les expressions utilisées dans l'article 17-1. Habib Adjahi, est-ce que lorsque vous lisez cette loi, vous n'y voyez vraiment pas que peut-être que cette loi, avant même l'arrivée des décrets, la loi donne un peu trop de liberté à la femme, comme il a dit? Je vais en arriver là, oui. Mais je voudrais rappeler mon cher ami, puisqu'il a un certain niveau, un universitaire, un jeune, pour qui j'ai de l'admiration, homo. Vous savez, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et ce ne sont pas de médecins au coin de la rue qui pourraient décider de comment ça se passe. Moi, je ne sais pas le contenu des décrets d'application, mais j'imagine que pour en arriver là, il faut forcément un recours vers un juge. Et le juge, il travaille avec plusieurs espèces, plusieurs spécialistes. Le juge ne va pas écouter que la femme qui porte la grossesse, parce que la grossesse est conçue d'une femme et d'un homme. Il ne faudrait pas être passionné par ce qui se dit, ou ce que
ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il faut se donner le temps. Il faut se donner... Non, oui, je comprends. La loi laissez-moi finir. Il faut se donner le temps de lire la loi et comprendre l'esprit de la loi. Quand on parle de détresse, ce n'est pas la colère. Non, vous pensez qu'un juge, pendant que l'avortement est un crime et continue d'être un crime au Bénin, je vous le rappelle, parce que le crime est là. Dans l'encadrement qui se fait aujourd'hui, que la femme va se décider pour dire la détresse. Mais la détresse, on va lui demander, mais la détresse, si ce n'est que la colère, le législateur ne mettra pas ça. Il aurait pu dire colère. Quand on parle de détresse d'une femme, ça peut être pour cause de maladie. Ça peut être. Je dis, parmi tant d'autres. D'accord. Parmi tant d'autres. D'accord. D'accord. Ça peut être son incapacité à contenir une grossesse pendant qu'elle vient de démarrer une carrière politique. Bon, je dis politique, professionnelle, qui peut mettre fin la grossesse à sa carrière et mettre sa famille en détresse parce que peut-être, vous ne savez pas si c'est elle qui est le support de sa famille ou de son foyer. Ou par plusieurs raisons dans ce cas d'ordre. Donc, comprenez donc que la détresse dont le législateur fait écho ici, nous, vous et moi, n'avons pas les outils, les moyens pour pouvoir l'apprécier si ce n'est qu'un juge. Moi, je pense, si ce n'est qu'un juge ou un collège ou des experts agrémentés à cela. Vous avez posé une question. Je demandais, si... est-ce que de sa position tout à l'heure, oui, parce qu'il mettait l'accent sur les valeurs, est-ce que vous arrivez... Vous parlez de quelles valeurs? Les valeurs sont là, les gens ils se font avorter et ils meurent après dans la clandestinité. Laissez-moi finir. Non, mais aujourd'hui, on encadre cela pour donner les moyens à la femme parce qu'il craint et il pense que la femme aujourd'hui est forte au Bénin. C'est normal, c'est heureux. Moi, quand on protège la femme, on protège nos mères. Quand vous protégez la femme, vous protégez votre épouse. Protéger la femme, c'est protéger ses filles. Donc, si le législateur aujourd'hui permet à la femme, donne une certaine possibilité à la femme, mais ça ne veut pas dire que on donne les moyens de féoder l'homme. La femme reste une entité quand même de la société, mais nos femmes, nos épouses sont des êtres faibles. Il faut pouvoir les protéger, leur donner les moyens, dans ce cas, dans ce contexte, de ne plus prendre des risques d'aller se faire avorter clandestinement. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote. Oui. Une histoire d'un couple. Pas très loin d'ici, de là où nous sommes. Pour une femme qui a démarré une carrière professionnelle, qu'est-ce que je raconte de politique? Et qui a des difficultés à un moment parce qu'elle avait contracté, elle s'est planifiée. Mais rappelons aussi que les méthodes de planification aussi sont ce qu'elles sont. Non pas parce qu'elles ne sont pas efficaces, mais réagissent suivant l'organisme de chaque femme. Elle est tombée enceinte après avoir mis un stérilet. Je crois un an et demi après. Mais garder cette grossesse pourrait impacter son travail parce qu'il fallait à son poste sa présence physique, morale et intellectuelle. Mais cette femme, cette épouse au foyer, était tout pour son foyer. Tout, je vous dis, pour son foyer, puisqu'elle était dans un couple, dans un foyer normal. Ils ont certainement de commun accord, puisque le mari en a fait qu'à après d'aller à un avortement. Mais je ne sais pas ce qui les a pris. Mais puisque ça ne peut pas se faire de façon légale, dans ce cadre-là, la loi n'était pas encore là, en ce moment. Ils l'ont fait clandestinement. Vous savez, elle en est morte après parce que il y en avait eu deux. C'est un qui a été enlevé et le second, je crois, ça a été infecté. Son mari, sa conscience est là, peut-être qu'il nous regarde. Je voudrais rappeler que si cette loi était là, la préoccupation de cette femme, qui était de maintenir son poste, de continuer par aider son foyer, sa famille, ses enfants, ses parents, ce vœu serait exaucé et elle continuerait aujourd'hui d'être utilisée par la République. Très bien. Habib Akandessi. Alors, je voudrais vous dire que vous avez le diagnostic fait n'a rien de compatible avec la thérapie trouvée. D'abord, la femme n'est pas faible. Et moi, je ne suis pas contre qu'on donne le pouvoir à la femme. D'ailleurs, la femme a le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on court dans tous les sens. La femme a le pouvoir
Donc la femme n'est pas faible. Et ce n'est pas en légiférant l'avortement que vous protégez la femme. Au contraire, vous exposez les femmes. Parce que lorsque la femme décide de se faire avorter, elle se rend dans un hôpital de référence. Vous pensez que c'est lorsqu'elle va se rendre dans un hôpital de référence qu'elle va se faire avorter et ne pas mourir? Elle peut se faire avorter et mourir après. Du moment où on va faire des opérations dans des grands hôpitaux, et puis à la suite, on a des hémorragies, on a des problèmes, on meurt. Et ce n'est pas toutes les grossesses qu'on enlève. Ce n'est pas toutes les grossesses. On peut être en situation de détresse, mais cette grossesse-là, parce que nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique et nous avons des valeurs. Il y a des grossesses que vous enlevez à cause de détresse. C'est maintenant que vous êtes plongé dans les détresses. C'est maintenant que vos problèmes commencent. Parce que cet enfant, justement, a un esprit qu'on ne peut pas enlever. Et cet enfant va vous perturber durant toute votre vie. Et vous en savez quelque chose. Nous avons été moulés dans une éducation, dans une tradition. Donc, vous ne protégez pas les femmes en légiférant, bien sûr, cette histoire de l'avortement. Et je reviens. Pourquoi vous ne renforcez pas, par exemple, les structures de contraception, des méthodes de contraception qui existent? Pourquoi vous n'intégrez pas dans notre curricula éducatif l'éducation à la sexualité? Pourquoi vous ne faites rien de tout ça là? Et vous courez pour légiférer une loi sur l'avortement. Moi, je suis foncièrement contre. Écoutez, nous avons de grands problèmes. Nos députés ont de grands problèmes à régler au niveau du bas peuple au lieu de courir pour légiférer l'avortement. Nous avons des problèmes d'emploi. Nous avons beaucoup de problèmes. On peut voter des lois pour améliorer les conditions de travail. Pourquoi voter une loi pour permettre à la femme d'avorter comme bon lui semble? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il suffit que la femme décide de dire, bon, désormais là, moi j'ai trop de problèmes. Et si une femme ne veut pas tomber enceinte, elle doit prendre ses dispositions pour ne pas tomber enceinte. C'est pas parce qu'elle est grosse maintenant qu'elle dise que vraiment c'est non prévu, je n'avais pas fait ce programme, j'ai des études devant moi et il faut que j'avorte. Non, si elle n'est pas capable de garder une grossesse et d'évoluer avec un enfant dans son ventre, qu'elle prenne les méthodes de contraception, que l'homme se protège. Et c'est ça que vous devez renforcer au lieu de permettre aujourd'hui à la femme, sur un coup de tête, de commencer par aller dire que, telle personne avortement. Et mieux, la malheureuse réalité que nous allons remarquer tout à l'heure pour la formation que j'ai eu à faire à l'université de sociologue, c'est maintenant il y aura beaucoup d'avortements en clandestinité. C'est maintenant. Parce que j'estime que lorsque la femme est orientée vers l'avortement, elle doit se rendre dans des hôpitaux de renom ou bien de référence. Et qu'on doit lui demander désormais de payer peut-être 50 000, 100 000, 200 000 pour un avortement. Parce que ce ne sera pas gratuit. Et elle sait qu'à côté, la fille de 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est qu'à côté, il y a le médecin qui peut lui faire ça à 25 000. Et on va commencer par maintenant voter des lois pour punir, pour encore punir. C'est-à-dire, vous allez aggraver la situation. Parce que désormais, le médecin qui le fait au bord de la voie ou bien dans le coin de la rue se sent renforcé par une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Et la femme se sent aussi renforcée. Désormais, il y a une loi et on peut avorter comme on veut. Non, là, malheureusement. Vous vous trompez. Non, c'est la... Ce n'est pas ça le débat. Parce qu'aujourd'hui, l'avortement, quand je continue de le dire... Oui. Est puni, continue d'être un crime au Bénin. Je suis d'accord avec vous. Quand ce n'est pas un cas, tel que vous le dites là, vous allez envoyer beaucoup de vos concitoyens dans le décor et ils vont subir la rigueur de la loi. Non, la loi que vous je vous rappelle que nous sommes dans un pays laïque. Chacun est libre de ses convictions religieuses. C'est pourquoi je vous laisse m'arracher la parole. Allez-y. Non, c'est pourquoi je vous laisse m'arracher la parole. Pour vous dire quoi? Il y a la loi, n'est-ce pas? Vous avez beau expliquer comment la loi encadre désormais l'avortement. Mais vous savez, il y a la réalité. Et d'ici, vous et moi, Dieu nous donnera vie. Nous sommes homo. Vous allez m'appeler pour dire, Habib, tu avais raison. Parce que d'ici quelques années, les statistiques que vous avez
que vous avez avancé à travers votre diagnostic, ces statistiques vont augmenter de façon exponentielle. Parce que désormais, il y aura beaucoup de petits médecins dans les coins de rue que nous avons avant, qui vont multiplier par la suite et qui vont désormais faire avorter les femmes en pagaille. Et ce serait malheureux pour notre pays. Ces statistiques vont évoluer parce que là, vous faites de la désinformation. Nous devons être ici pour aider les on est tout le monde. Non, mais écoutez, quand vous le dites, qu'il faut aller au coin de rue, au coin de la rue, oui. C'est de la désinformation. Parce que vous n'expliquez pas aux gens que l'avortement est et continue d'être un crime en République du Bénin. Je vous ai dit tout à l'heure, la loi 2005, portant code de l'enfant, qui a été synchronisée avec cette loi de 2003, qui vient d'être actualisée en 2021, là, condamne l'avortement. Mais quand ça sort de ce cadre juridique, qui est élaboré, contrôlé et suivi, ça continue et ça restera un crime. Non seulement la femme enceinte sera condamnée, ses complices à la maison seront condamnés, le médecin sera condamné avec ses complices, ceux qui l'aident dans son travail, s'ils ont compris, ils ont eu connaissance de cela, ils seront... Et il encourt même à la radiation. Il y a des amendes. Et la loi prévue. La loi règle quel problème? La loi était... C'est la même situation. Je vous dis, la loi règle quel problème? Cette disposition était là depuis toujours. Et cette loi règle quel problème? Mais quand vous avez une fille de 13 ans qui tombe enceinte, oui. Vous en faites quoi? Oui. On demande à la fille, tu veux... Écoute, la fille mineure, 13 ans. Mais écoutez, si votre fille se fait demander si elle veut garder l'enfant ou pas. Mais écoutez, vous êtes son parent. Si elle se fait violer ou pas quelqu'un d'autre, vous faites quoi? Vous gardez la grossesse de la honte? C'est comme ça on le dit ici, chez nous ici. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous appelez grossesse de la honte? Mais écoute, moi j'ai dit grossesse de la honte parce que... L'enfant qui est dans le ventre a demandé à naître. Comment il est un enfant de la honte? Non, mais écoutez, mais qu'est-ce que c'est? Non. Vous êtes sociologue. Vous êtes sociologue, vous avez dit. Je suis d'accord avec vous. Et la pesanteur sociale de cette taxe, je dirais même, il faut évoluer, familial, vous pensez que cette fille-là, en grandissant, moralement, psychologiquement, c'est pourquoi il faut la voter. Vous êtes d'accord avec moi que parmi les ministres de la République, je vous donne une information rapide. Parmi les ministres de la complètement... Attendez, moi, un instant. Attendez. Isaac Adjaï et Habib Arandessi, vous avez le droit, nous sommes dans un duel. Vous avez le droit de vous répondre l'un à l'autre, etc. Mais pourvu que les téléspectateurs arrivent à vous entendre. Et là, ça devient complètement inaudible. Parce que je vous laisse faire, mais là, il ne faut quand même pas que vous en abusiez. Bon, c'est lui qui avait la parole. Oui, tout à fait. On est d'accord. On ne se met pas d'accord sur le fait qu'un enfant n'a pas demandé. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord que vous êtes là, justement. À naître. Et donc, une fois qu'une vie avance et évolue dans le ventre d'une femme qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de problème d'extra-utérin, comme on le dit, et que c'est une vie, on doit laisser cette vie venir au monde. Parce que demain, nous ne savons pas cet enfant, à quoi cet enfant veut servir. Le législateur n'a pas demandé, le législateur n'a pas demandé aux citoyens. Le législateur n'a pas demandé aux concitoyens, sortez, allez vous faire voter. Le législateur a mis un cadre juridique. Non, le législateur a mis en place un cadre juridique qui puisse vous permettre. Quand je parle de vous, je parle de la femme, de la jeune fille ou de la dame au foyer qui se retrouve dans une situation, au lieu de le faire de façon cachée, dans la clandestinité, et de se faire frapper par la loi qui est là, elle n'a qu'à le faire de façon encadrée, à assurer sa vie. Vous avez parlé tout à l'heure pour dire qu'on peut se faire avorter ou bien suivre des soins dans un hôpital et en mourir. À quel pourcentage par rapport à ceux qui le font dans la clandestinité? Je vous le concède, mais à quel pourcentage? Il faut voir les choses, il faut aller dans la positivité. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes dans un État laïque. Vos conditions religieuses ne sont pas les miennes. Et vous avez parlé... Il n'y a aucune condition religieuse qui permet la... Vous avez parlé du clergé tout à l'heure. Moi, je pense que le clergé, est dans son rôle, mais le clergé a mieux à faire que ça. Le clergé a mieux à faire. Moi, j'attends encore les excuses publiques du clergé par rapport à ce que vous savez, que je ne voudrais pas évoquer ici. Maintenant, le clergé, après, peut pouvoir se prononcer sur ce genre de choses. Et je voudrais dire, dans la République, dans une République, dans un État de droit, chacun a son rôle et chacun doit pouvoir jouer sa partition. Et c'est à travers le vote de cette loi, c'est là, une fois de plus, c'est la démocratie qui vient d'être célébrée. La démocratie, c'est là où votre liberté à vous, vos convictions s'arrêtent, où commence ma liberté et mes convictions à moi. C'est dans le respect la tolérance des uns et des autres. Il faut permettre aux gens qui ont besoin d'utiliser cette loi de l'utiliser, et ceux qui pensent
avec leurs convictions religieuses, qui ne peuvent pas poser certains actes, de rester rangés dans leur coin et que nous puissions donner de l'opportunité, la chance à certaines de nos consoeurs, de nos concitoyens, de pouvoir sortir de la clandestinité et que l'État puisse sauver des vies. Très bien. Il y a des téléspectateurs, beaucoup de téléspectateurs participent aussi au débat parce qu'on leur a demandé de nous donner leurs avis par WhatsApp. Le numéro est à l'écran. Habib Barandessi, il y a un, c'est vrai, malheureusement, il n'a pas signé son message. Il nous écrit depuis Abidjan. Il estime que vous êtes complètement hors de la plaque et que vous ne comprenez pas exactement ce dont il est question, que c'est purement technique. Mais dans le même temps, il y a un autre qui estime, lui aussi n'a pas signé le message. Il dit, on suppose et parce que là, le message s'adresse aussi à vous, on suppose que vous avez une élève en première ou en deuxième année et qu'il obtient une bourse d'études pour aller faire sa formation dans son pays de rêve. Oui. Et qu'à 2 semaines de son voyage, elle se rend compte qu'elle est enceinte et en toute honnêteté de lui dire ce que vous auriez fait. Je voudrais que vous puissiez vous prononcer sur ces 2 messages parce qu'il y en a aussi qui sont adressés à M. Adjaï. Alors, une fille qui a une bourse et qui doit se rendre dans un pays, et à 2 semaines de son voyage, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Honnêtement, je ne ferai pas avorter cette fille. Parce que je ne sais pas si d'abord c'est le seul enfant que cette fille aura. Je ne sais pas. Et l'enfant est une richesse en Afrique. Tu peux avoir des diplômes, de l'argent. Tant que tu n'as pas un enfant, tu ne laisses pas des traces. 1. De 2. Qui vous dit que lorsque je ferai avorter cette fille qui va dans un pays extérieur, que lors de l'avortement, cette fille ne va pas succomber, qu'elle ne mourra pas. Non seulement je vais perdre ma fille, je vais perdre sa bourse, et je vais perdre mon petit-fils, ou bien ma petite-fille. Oui. Donc je ne ferai pas avorter cette fille. Ce que je ferai, plutôt, c'est d'encadrer cette fille pour qu'elle ne tombe pas enceinte avant d'aller à ce voyage. Et c'est d'ailleurs ce que je dis. Il faut qu'on arrive à renforcer l'éducation et à la sexualité. Ce n'est pas en créant une loi sur l'avortement qu'on va régler le problème. Voilà. Il y a beaucoup de messages, je dois l'avouer, qui vont dans le sens de la préservation de nos valeurs, de notre culture. À l'image, par exemple, de Vianney Vodounou qui estime qu'on doit puiser dans notre civilisation et dans notre éducation africaine pour proposer des lois et laisser des lois qui sont des copier-coller venus de l'Occident. Voilà. Isaac Adjaï, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part notre sociologie n'est pas prête pour une telle loi? Nous avons opté pour un État laïque. Chacun reste avec ses croyances, chacun reste avec ses convictions religieuses. L'État reste État et met les lois, les tests à la disposition de tout le monde, quitte à qui de choisir ou de ne pas choisir. Vous savez, pour le même test qui est là, je prends un exemple de 5 femmes. L'autre catholique, l'autre musulmane, l'autre bouddhiste, l'autre équiste, l'autre vaudounon, et peut-être une 6e femme qui n'est rien du tout, qui est athée. L'État ne rentre pas dans les considérations religieuses. Peut-être que les 5 autres de convictions religieuses vont, dans les mêmes conditions, vont dire nous, on garde, et la 6e va dire moi, je ne peux pas garder. C'est son choix. C'est son choix. Il faut pouvoir respecter l'autre dans la République. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Vous savez, vous comprenez ce que c'est? Un état de droit. Si on n'est pas prêt, on ne serait pas arrivé là. La démocratie, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la liberté d'expression, la liberté d'agir et de faire des choses suivant dans un cadre juridique établi dans la République. Un état de droit, la démocratie est un état de droit et il faut respecter. C'est important. Quand on ne se le met pas dans la tête, on se jette dans les considérations inutiles. Donc, pour répondre, je voudrais dire simplement que nous sommes dans un état laïque et que chacun est libre de ses choix. Et chacun répondra du choix qu'il aura fait face à un acte ou à l'autre. Donc, oui. Que chacun prenne ses responsabilités. Très bien. Voilà. Et je dois aussi dire à ceux qui appellent qu'il ne s'agit pas d'appeler, mais de nous envoyer des messages. Sokha Geoffroy demandait, il a posé beaucoup de questions. Vu la nature des questions, j'estime qu'elles sont adressées à vous, Isaac Adjaï. Les frais inhérents à l'opération, qui va les payer? C'est la première question. Et la femme qui remplirait les conditions et n'a pas les moyens,
qu'est-ce que prévoit la loi? Bon, et si, suite à un problème de ménage, la femme se fait avorter à l'insu de son mari, est-ce que ce mari peut porter plainte contre elle, étant donné qu'il y a d'autres lois qui estiment qu'on harcèle psychologiquement, etc. la femme? Ce sont là les questions de Sora Geoffroy. Je commence par la dernière préoccupation pour dire oui. Parce que l'avortement est un crime au Bénin. Quand vous avortez l'enfant de quelqu'un, sans son consentement, et sans l'avoir justifié, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous sollicitez un praticien, je suppose que c'est comme ça. Je ne sais pas le contenu du décret d'application, si c'est à un juge qu'il faut adresser un recours, ou il faut d'abord se porter vers un praticien pour pouvoir dire la chose, quitte à lui de saisir un juge par un recours, qui lui d'autres doit consulter plusieurs autres experts pour décider de l'analyse, du rapport final que le clinicien, lui, mettra à sa disposition. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais j'estime que quand vous décidez de garder votre enfant, les charges inhérentes à votre grossesse, c'est vous qui les supportez, ce n'est pas l'État. Donc, par conséquent, quand vous décidez aussi d'aller et que vous apportez les preuves suivant le cadre juridique de la loi, et que cette preuve s'avérait être pertinente devant, je dis encore, j'estime, je suppose que c'est un juge ou un collège d'experts ou dans un cadre, le cadre juridique qui sera dans le décret d'application mis en place, dès que vos arguments sont pertinents et qu'on vous le permet, vous devez avoir les moyens de votre politique. Très bien. Oui, allez-y. Il y a un autre téléspectateur qui n'a pas signé son message et qui estime que ce que vous dites est suffisamment grave. Il dit qu'il soutient votre vis-à-vis et qu'avec cette loi, une enseignante, il a pris un cas, une enseignante enceinte pendant l'année scolaire peut alors décider de mettre fin à sa grossesse parce qu'elle estimerait que son directeur va lui retirer les heures, que c'est une ère de crime qui s'ouvre. Bravo à M. Habib Arandessi. Il y a un autre, lui, bon voilà, j'ai déjà livré son message, un téléspectateur qui dit qu'il est conseiller juridique au ministère de la Santé et qui suit avec attention le débat. Mais Habib Arandessi, vous avez tout à l'heure parlé de ce qu'on aurait dû faire. Vous estimez que lorsque l'État, parce que récemment là, on a voté des lois pour protéger la femme, pour peut-être la préserver des questions de harcèlement sexuel, du viol, des mutilations, etc., etc. Vous estimez que cette disposition est en contradiction avec ce qu'on avait fait? C'était quoi? Parce que là, vous avez dit il faut insister sur la formation à l'éducation sexuelle et reproductive des jeunes. Bon, c'est quoi le but concrètement? Vous pensez qu'on n'est pas cohérent dans les décisions, dans les législations? Il n'y a aucune cohérence et on fait des diagnostics peut-être pertinents, mais on trouve des thérapies vraiment bizarres, qui n'ont rien qui n'ont rien comme lien avec le diagnostic fait. Et ça, c'est bizarre ce que j'entends sur ce plateau, qu'un soutien du pouvoir, pas de démocratie, d'état de droit, de pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Il n'y a aucune sensibilité culturelle ou religieuse qui soutient l'avortement. Et même celui qui n'a aucune sensibilité, j'estime qu'il y a des gens, parce que même quand on dit qu'on n'a pas de religion, on a quelque chose à qui on s'accroche. Même ce à quoi on s'accroche. Face au progrès scientifique, face aux réalités de la science, est-ce que lorsqu'on oppose à cela des croyances religieuses, des valeurs, est-ce que le débat est équitable? Non, c'est parce que mon homo Habib disait tout à l'heure qu'on est dans un pays laïque et que voilà. C'est pourquoi il dit aucune sensibilité dans notre pays ne permet l'avortement. Donc si on doit même considérer une sensibilité laïque ou une sensibilité religieuse ou bien culturelle, il n'y a pas à légiférer une loi sur l'avortement. Ce que je dis, quand vous ne prenez pas vos précautions, s'il vous plaît, quand vous ne prenez pas vos précautions et que vous tombez enceinte, vous n'avez plus le droit de vous faire avorter. Sauf, et ce sauf-là existe depuis, il n'y a pas de nouveau. Quand une femme va à l'hôpital et qu'on estime que l'enfant qu'elle porte n'est pas bien siégé, ou bien les médecins ont des expressions, ou bien qu'elle-même, elle n'est pas capable de garder la grossesse. Si elle continue, elle mourra et l'enfant aussi mourra. Il y a déjà une interruption médicale.
une interruption de volonté de grossesse qui est déjà conseillée et la femme se fait avorter. Mais quand ce n'est pas ce cas et que je trouve un emploi, j'ai défendu un cas la fois dernière où le chef a demandé à la femme d'avorter. J'ai dit, mais c'est inacceptable. La personne poursuit pour un poste, elle gagne, et vous lui dites, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte, vous lui dites de se faire avorter. Entre son enfant et l'emploi, il faut choisir. Il n'y a pas match. Je laisse l'emploi et je prends mon enfant parce qu'il s'agit d'une vie. Il n'y a pas quelque chose supérieur à une vie dans nos républiques. Il faut que des gens cessent de voter des lois. Et quelqu'un l'a dit dans les messages qui sont envoyés, que nous devons cesser de copier l'Occident. Aucun pays ne peut se développer en contradiction avec ses réalités. Si nous voulons nous développer et que nous nous opposons à nos réalités, nous allons beau tourner en rond, nous resterons au statu quo. Et nos réalités de chez nous, au Bénin, ne permettent pas l'avortement. Bientôt, avec cette pression de vote de loi-ci, bientôt on va autoriser la femme d'épouser une autre femme, puisqu'on est en démocratie. Très bien. Bientôt on va demander à l'homme d'épouser un homme, puisqu'on est en démocratie. Vous parlez des méthodes de contraception, mais l'État en fait déjà beaucoup à travers le ministère social. Si vous êtes, le ministère même de la Santé, vous ne savez peut-être pas, déjà même en subventionnant, les produits pharmaceutiques, il y a la BPM, qui est l'association béninoise pour le planning familial. C'est ça, non? ABPF qui est là. Et tout ça. Ces dispositifs continuent d'être renforcés. Mais je voudrais vous rappeler, et je le martèle, les femmes prennent des dispositions. Vous souriez, vous me faites sourire. Les femmes prennent des dispositions aujourd'hui pour éviter d'être tombées enceintes à travers les méthodes de contraception. Mais l'organisme, c'est fiable à 100%, mais l'organisme de la femme fait en sorte que cette fiabilité a un déclic quelque part. Oui. D'accord, quelle que soit la méthode qui est choisie. Et quand la femme, dans ce contexte, tombe enceinte, elle garde. Non, mais écoutez, une femme qui va se faire se mettre sous contraception, c'est parce qu'elle ne veut pas tomber enceinte. Ça veut dire que forcément la nature veut qu'elle porte une grossesse. Le débat ailleurs, je pense que les téléspectateurs, les téléspectateurs ont mieux. Non, c'est pas sérieux de se faire avorter comme ça et qu'on donne la possibilité à la femme. Même détresse psychologique et morale. C'est très ambigu. Mais c'est parce que vous interprétez. Quand le mari est violent, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas outillé pour comprendre ce que le législateur veut dire à travers des détresses morale et émotionnelle. Parce que quand le mari est violent, la femme porte régulièrement plainte à l'Institut national de la femme ou va directement à la justice et on interpelle le mari. Nous sommes dans un état de droit, il y a des dispositions légales qui sont là, on doit pouvoir faire justice là, tout simplement. Mais ce n'est pas parce que le mari est violent que la femme va se lever pour quand un mari est violent, est-ce que la femme se retrouve dans une certaine détresse morale? Oui ou non? Non, moi je n'apprécie pas. C'est le juge qui apprécie. Non, écoutez, je comprends que c'est le minimum. Parce que quand le mari est violent, la femme se retrouve dans une détresse morale. Le législateur sur le plateau. Oui. Ce n'est pas la colère de la femme à la maison. Non, moi je dis la colère de la femme à la maison. Détresse. Mais écoutez, il faut être juge. Non, moi je ne suis pas juge. Je vous dis, arrêtez de défendre cette histoire de détresse morale. Vous n'êtes pas juge. Il y a le texte, la loi et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, il y en a dans la République, pas vous, ni moi, qui sont outillés pour pouvoir le décrypter. Vous savez ce qui risque de se passer. Je voudrais qu'on passe quand même au second volet, et ça va être rapidement, en quelques minutes. Vous avez mis le doigt sur la façon dont la loi a été votée, la procédure, etc. Isaac Adjaye, est-ce que vous estimez que là, l'Assemblée nationale aurait pu procéder autrement, peut-être davantage travailler à sensibiliser les citoyens ou recueillir leur avis avant de voter la loi? Est-ce qu'on a respecté normalement la procédure? Est-ce que l'Assemblée a quelque part mal fait dans sa procédure qui a conduit au vote de cette loi? Le Parlement a péché. Et cela revient entièrement à la responsabilité du président de l'Assemblée. Parce que on ne peut pas voter une telle loi. En 2003, vous avez vu tout ce qui s'est passé. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais on a un certain âge. Alors, on a dû vulgariser ce texte d'abord, puisqu'il fallait ratifier. Très bien. Mais on aurait pu vulgariser ce texte, l'expliquer, associer la presse
et mettre l'information à la disposition de la population. D'accord. Et tout ce débat sur les réseaux sociaux, on n'en serait pas là. Très bien. Puisque vous partagez déjà les mêmes avis sur cette question et qu'il n'y a plus de jeunes, je propose qu'on réfléchisse sur une autre préoccupation parce qu'elle engage aussi la vie de nos concitoyens, du peuple béninois. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la pauvreté, le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biotchani, avait estimé que la pauvreté est en net recul au Bénin. Et ça a suscité beaucoup de réactions. En début de semaine, c'était le 17 octobre quand même que cette journée a eu lieu. Est-ce que, Habib Arandessi, vous estimez, puisque vous êtes quand même dans le pays comme nous tous, vous pensez qu'effectivement les concitoyens vivent de mieux en mieux aujourd'hui? Vous savez, il a fallu... Dans le malheur, quelque chose est bon. Je ne sais pas si c'est l'expression qu'on utilise. Mais il a fallu qu'un régime comme celui de Patrice Talon, purement dictatorial, moi je l'assume mes mots, s'installe pour qu'on découvre le vrai visage de certains que nous avons toujours estimés comme des gens qui pouvaient apporter la solution aux problèmes du peuple. Je découvre avec tristesse le vrai visage de M. Abdoulaye Biotchani. Parce que c'est lui le problème. Non, écoutez, c'est lui. Sa déclaration. Oui, c'est la déclaration. De façon factuelle, et cette déclaration, oui, j'en viens. Oui. Et cette déclaration, c'est lui qui fait cette déclaration. Donc, il assume ses propos. Alors, un ministre qui aime sa république ou bien son pays ne peut jamais, dans ce contexte précis, nous sommes dans un contexte de pauvreté terrible, nous sommes dans une misère. Et chaque jour que Dieu fait, vous voyez, la pauvreté, c'est lorsque, c'est comment chaque Béninois aujourd'hui se sent. Et vous et moi, nous sommes d'accord que ceux qui arrivent à s'offrir 3 repas par jour aujourd'hui sont des gens qui sont dans des sectes, comme on le dit via les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, j'utilise l'expression populaire pour dire quoi? À leur fin aujourd'hui, ce sont des gens qui ont l'argent, qui sont aisés. D'accord. Ça veut dire quoi? Payer gari aujourd'hui, c'est compliqué. Ce qui est basique. Le gari aujourd'hui est compliqué. Payer le maïs aujourd'hui est compliqué. Les factures d'électricité qu'on nous envoie, les factures d'eau, nos déplacements, même la communication coûte excessivement cher. Les impôts, c'est à foison aujourd'hui. Et chaque jour que Dieu fait, vous voyez nos compatriotes qui souffrent. Des gens insoupçonnés qui vous demandent 1000 francs, 2000. Et dans ce contexte de cherté de la vie accrue, un ministre d'État arrive à la télé pour dire que la pauvreté est en nette régression. Mais, excusez-moi beaucoup, et ce ministre manque de sérieux. Et puis, regardez comment les travailleurs, nous sommes dans une république où il y a la cherté de la vie, mais le SMIC, c'est-à-dire le bas salaire, reste à moins de 40 000. Les policiers qui travaillent aujourd'hui, ils travaillent dans quelles conditions? Les étudiants à l'université, ils n'ont pas leurs allocations universitaires. Comment on peut nous dire dans ce contexte que la pauvreté est en nette régression? Et dans la même déclaration, j'ai lu, on a créé 800 000 emplois, Monsieur Gilles, 800 000 emplois dans cette République du Bénin. Et nous sommes toujours là où des enfants finissent leurs études bien nantis de diplôme et restent dans les cabines de mobile money, sont dans le ZEM, sont dans les travaux de gardiennage. Qu'on soit sérieux et sincère envers ce peuple. Nous sommes dans la misère. On n'est même plus dans la pauvreté. On est dans la misère. Il faut avoir le courage de le dire à ceux-là qui sont en face de nous. Habib Isaac Adjahi, votre avis sur cette préoccupation? Je voudrais rappeler à M. Arandessi, avec le peuple béninois comme témoin, il vient de le dire, qu'il a toujours dit que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, il n'y aura pas cette liberté de l'avoir dit, de toujours le dire et de venir le redire ici. Bien sûr. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça dans une dictature. Non, vous êtes bel et bien dans un état de droit. Je vous le rappelle et je vous le certifie. Et vous le savez. Parce que ailleurs, dans une dictature, écoutez, laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Je suis en face de vous. Oui. Vous l'avez dit. Oui. Peut-être qu'à la sortie, je serai arrêté. Non. Vous ne serez pas arrêté puisque vous l'avez toujours dit. Non. Écoutez-moi. Et je l'ai toujours dit, j'ai été arrêté. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je voudrais que vous puissiez. Vous l'avez toujours dit. Et j'ai été arrêté.
Écoutez, Et jeté vous en l'avez prison. toujours dit. Il va d'abord au bout Vous de continuez ses de le dire. Vous répondrez, oui. Et vous le répondrez. direz toujours Oui. parce que nous sommes dans un état de droit. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour être arrêté. Certainement, il y a des charges contre vous. Et là, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui vous arrête. C'est la justice, certainement, qui vous a mis aux arrêts par rapport peut-être à des allégations que vous avez avancées. Nous sommes dans un état de droit. Et je voudrais vous rappeler que la question de la pauvreté est une question scientifique. Parce que le pauvre, il n'y a pas de riche sur ce plateau. Monsieur Thierry, vous n'êtes pas riche. Je ne crois pas qu'il soit riche. Et quand on parle de réduction de la pauvreté, c'est une question scientifique, c'est ce que je dis. Quand on parle de réduction de la pauvreté, c'est une question scientifique. Et il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement. Si aujourd'hui, les artisans ont l'énergie, l'électricité 24 heures sur 24, aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer qu'il peut y avoir, il y a certainement réduction de la pauvreté dans ce milieu-là. La question de l'eau potable à nos concitoyens, bien que aujourd'hui nous soyons autour de 70% environ, bien que chez moi dans la vallée de l'Ouémé, mes parents continuent de boire l'eau du fleuve, je souhaiterais que le gouvernement fasse encore plus. Et le gouvernement, c'est vrai, est en train de faire, je souhaiterais que le gouvernement fasse encore plus. Et pense à nous là-bas de l'autre côté. Et je peux vous rassurer, avec les cantines scolaires, qui donnent tout au moins un repas par jour à un enfant à l'école, ça amortit les charges du parent qui, au moins son enfant est gardé à l'école et n'est pas obligé de marcher sur 2 ou 3 kilomètres avant de revenir prendre un seul repas par jour. Mais le projet Arche, on parle des indigents. C'est ça la pauvreté dont on parle. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas riche. Moi, il y a des difficultés. Je peux aller voir mon frère, lui dire, j'ai besoin de 10 000. Je ne suis pas au bain, monsieur. Vous savez, même vous et moi ne sommes pas des pauvres. Parce que nous avons la politique de nos moyens, malgré nos difficultés. Les pauvres ont un statut. Ce sont des indigents. Et je peux vous dire que beaucoup ont été pris en compte. Avec les microcrédits aux plus pauvres. Ce n'est pas vous, à Cotonou, qui devez aller chercher les 50 000 francs là pour faire quelque chose et que vous dénoncez tous les jours. C'est ceux-là qui ont besoin de 5 000 francs pour monter un commerce de vente de bouillie dans le quartier avec pâté. 5 000 francs, pas plus. On leur donne la possibilité de prendre 50 000 et d'installer une affaire. S'il y en a qui ont fortement besoin, promenez-vous à l'intérieur du pays. D'accord? Mais la pauvreté, le panier de la ménagère est soulagé aujourd'hui. Il y a quelques mois, vous pouvez acheter le gari ici à Cotonou. Parce que quoi? Ce n'est pas le gouvernement. Mais parce que vous avez décidé, de par nos compatriotes, vous et moi avons décidé, de par nos compatriotes, de brader nos ressources vivrières hors du pays. Mais au point où nous sommes vus en difficulté, l'État avait pris une décision d'interdiction d'exploitation de produits vivriers. Mais aujourd'hui, cette mesure a été levée parce que vous pouvez acheter le gari aujourd'hui à moins cher. Je ne sais pas si vous mangez le gari. Et depuis quand vous avez été au marché, le prix du gari, je peux vous le dire, sur ce plateau. Mais l'huile rouge aujourd'hui, l'haricot, le riz qui est produit au Bénin, vous préférez manger du riz importé, c'est taxé. Allez manger du riz de nos compatriotes. Le piment, aujourd'hui, la tomate est dans le marché aujourd'hui. L'effort que le gouvernement fait en mettant des moyens à la disposition de nos maraîchers, vous n'êtes pas sans savoir, l'engrais à la disposition de nos parents paysans, vous n'êtes pas sans savoir. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs d'abord mécanismes qui ont été mis en place pour la réduction de la pauvreté. Chez moi, dans ma famille, bien, je vous le dis, il y en a, j'en ai rencontré qui ont bénéficié du microcrédit aux plus pauvres et qui ont monté une affaire. Parce qu'à un certain moment donné, j'ai été sollicité, je n'ai pas pu subvenir aux besoins de celui-là, mais je l'ai revu il y a quelques semaines, 2 environ. Mais c'est bien, je ne t'ai pas oublié. Hein. Non, mais je l'ai encouragé, je l'ai soutenu et je voudrais dire merci au gouvernement pour ça. Très bien. Habib Harissi. Je réagis rapidement pour dire le débat sur la pauvreté n'est pas un débat scientifique. Tant que vous allez dire que c'est un débat scientifique, vous n'allez jamais. Les statistiques, c'est scientifique. Non, s'il vous plaît. Les statistiques, c'est scientifique parce que il y a un état des lieux qui avait été fait. Et après, il y a un autre état des lieux qui est fait. Moi, je ne suis pas statisticien. Ne faites vous pas, non plus. Monsieur Habib, vous n'avez pas les chiffres. Ne parlez pas que à la suite de vos propos, que dans vos quartiers, que vos amis, vos camarades, vos enfants vous interpellent pour dire que ce que vous dites là n'est pas sérieux. Du moment où, écoutez, la pauvreté d'abord, comment on mesure
la gestion d'un pouvoir, la pauvreté, les questions élémentaires, comment on mesure, c'est dans le quotidien du Béninois. Lorsque vous allez continuer à avancer des chiffres, économie à 2 chiffres, économie à 3 chiffres, et que dans le même temps, le Béninois souffre au quotidien, n'arrive pas à s'offrir 3 repas par jour, a des difficultés pour se déplacer. Vous parlez du gari. Le prix du gari aujourd'hui, nous connaissons, non? Et c'était ça avant 2016. Malgré qu'on criait. Aujourd'hui, le gaz ménager. Je ne sais pas si vous avez rechargé vos gaz à la maison. Nous sommes passés banalement de 2800, je pense bien, aujourd'hui à 4000 francs CFA pour ce qui concerne la bouteille de 6 kilos. S'il vous plaît. Lorsque nous allons sortir d'ici, les Béninois nous suivent, chacun peut dire la vérité à son niveau. Mais moi, je sais que chaque jour que Dieu fait, tout ce que nous payons comme denrées de première nécessité coûte de plus en plus cher. Et dans ces conditions, justement, on ne peut jamais nous dire que la pauvreté est en régression. Parce que si la pauvreté était en régression et que chaque Béninois pouvait accepter ça, c'est lorsqu'on va nous dire que, hier, le gari que vous avez l'habitude de payer, aujourd'hui, coûte moins cher. Et chaque Béninois peut aller prendre ça. Et le riz, comment vous appelez? L'huile. Vous avez parlé de l'huile. L'huile d'arachide aujourd'hui, qu'on appelle azimi. C'est à combien dans notre pays? Les factures d'électricité que vous payez aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Quand on vous envoie une facture aujourd'hui, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai utilisé pour avoir cette facture d'électricité? Pour vous dire quoi? Le quotidien de le quotidien béninois, le quotidien du Béninois est mis en mal. Et là, la pauvreté n'est aucunement en régression. Au contraire, nous sommes en plein pied dans la misère. Et si vous ne reconnaissez pas ça, ça veut dire que vous n'aimez pas ce peuple. Vous menez un débat politique. Et il y a une certaine contradiction avec ce que vous avez dit. Je vais vous dire ceux que vous soutenez, le pouvoir que vous soutenez, est monté au créneau. Le porte-parole du gouvernement, je pense bien, Léandre Humbadi, est monté au créneau. Humbadi est venu à la télé pour dire, oui, il y a cherté de la vie. Il a reconnu. Vous refusez. Écoutez, à ce moment, je vous ai dit ces mesures. Je vous ai dit à une époque donnée. Oui. Il y a eu bradage, il y a eu bradage des produits vivriers. Mais le gouvernement n'a pas avancé. Le gouvernement aujourd'hui a levé ces mesures parce qu'aujourd'hui il y a une production qui est sur le marché. Arrivé au terme de le panier de la ménagère est fortement soutenu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le panier de la ménagère, c'est la santé. Le panier de la ménagère, mais si vous ne me laissez pas, je vois que vous avez encore beaucoup. Vous êtes en contradiction, Monsieur Gilles. Vous êtes en contradiction avec les propos du porte-parole du gouvernement qui avance comme argument de la charité de la vie. Je vous dis que je m'inscris en faux par rapport à ce que je vous dis. Je vous ai dit, il y a assez de pluie aujourd'hui, mais malgré ça, nous sommes toujours c'était à une époque. Aujourd'hui, il y a une décision de gouvernement. Je vous informe, la décision de gouvernement est sortie. Voilà, c'est bon. Merci infiniment. Qui permet à ce que. Merci à vous. On va continuer. Habib Isaac Adjaï, vous êtes acteur politique de la majorité présidentielle. Habib Arandessi, ça fait 2 Habib qu'on a invités sur ce plateau et c'est une coïncidence. C'est même à votre arrivée que je m'en suis rendu compte. Merci infiniment d'être venu débattre pour le bonheur de ces nombreux téléspectateurs. Dieu sait qu'ils sont très nombreux à nous avoir écrit. On ne peut malheureusement pas vraiment livrer tous les messages à l'antenne. Je remercie quand même ceux dont j'ai pu retenir le nom. Fauziat depuis Porto-Novo, Arma Agoun, Nyansuno Dossou, Tossou Athanase, Valère Lanaise, A.Kossi, Aguémon qui nous a écrit depuis le Burkina. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont écrit depuis l'international.